À la fin des années 1970, une série soudaine de meurtres a eu lieu à Sacramento, en Californie. Ces crimes horribles ont commencé par une fusillade en voiture, mais ont rapidement dégénéré en mutilation, nécrophilie et cannibalisme. En janvier 1978, à la suite d'une brève enquête policière, Richard Chase, âgé de 28 ans, a été arrêté et inculpé pour une série de meurtres. Contrairement à de nombreux criminels évoqués sur cette chaîne, il n'était pas surprenant que Chase soit le coupable. Profondément perturbé, Chase avait commencé à présenter tous les signes de la triade de MacDonald dès son enfance. Lorsque la nouvelle de son arrestation a éclaté, il a été surnommé le tueur Dracula et le vampire de Sacramento, des noms qui sont restés associés à son héritage, même aujourd'hui. Mais qu'est-ce qui a poussé Richard Chase, un garçon apparemment ordinaire, à devenir un tueur de sang-froid ? Dans ce documentaire, nous cherchons à éclaircir cette question, ainsi que bien d'autres, en examinant l'affaire troublante de Richard Chase, le vampire de Sacramento. Né le 23 mai 1950 dans le comté de Santa Clara, en Californie, Richard Trenton Chase était l'aîné de 2 enfants. Son père, Richard Chase Sr., travaillait comme spécialiste en informatique, tandis que sa mère, Béatrice, était enseignante. Lorsque Chase avait 3 ans, sa famille a déménagé à Sacramento, où sa sœur Pamela est née en 1954. En tant que très jeune garçon, rien ne semblait étrange ou inhabituel chez Chase. Il était louveteau et a passé 4 ans à jouer au baseball dans la Little League. Il était apprécié de ses enseignants et de ses camarades, et il n'a jamais manqué d'amis. Lorsque ses parents organisaient une fête d'anniversaire pour lui, des dizaines de ses camarades venaient pour célébrer. La famille Chase était souvent perçue comme ordinaire et suffisamment heureuse de l'extérieur, mais derrière des portes closes, Chase et sa sœur ont connu une éducation marquée par des punitions sévères et fréquentes, souvent pour la moindre infraction. À l'âge de seulement 2 ans, Chase a été forcé de manger par son père jusqu'à ce qu'il vomisse. La sœur de Chase, Pamela, se souvenait que leur père et son frère se disputaient souvent, au point que Richard Sr. secouait son fils ou même le jetait contre un mur lors de désaccords. Chase et son père, parmi tous les membres de la famille, avaient une relation particulièrement conflictuelle, Richard Sr. étant apparemment émotionnellement abusif et punissant son fils chaque fois qu'il le voyait faire une erreur ou gâcher quelque chose. On considérait que c'était la famille dysfonctionnelle typique des années 1950, ce qui signifie qu'il y avait beaucoup de disputes, un peu de violence physique, mais pas au point que cela sorte de la norme de la culture de l'époque. Car à cette époque, les enfants étaient très souvent battus, et c'était simplement considéré comme la façon de discipliner son enfant. En plus d'être des disciplinaires brutaux, la famille Chase avait d'autres problèmes. Mariés peu avant la naissance de Chase, Béatrice et Richard père ont rencontré des difficultés durant les premières années de leurs enfants. Si cela était en grande partie dû à des difficultés financières et à l'alcoolisme de Richard père, Béatrice était également connue pour avoir de violentes disputes avec son mari, au cours desquelles elle l'accusait de se droguer et d'essayer de l'empoisonner. Plus tard, elle commencerait également à alléguer qu'il avait des liaisons avec les voisins. Dans un cas particulier, la famille était en camping dans l'Oregon lorsque Béatrice accusa Richard père d'avoir une liaison avec une femme qui se cachait des membres de la famille dans les buissons. Cela, naturellement, aurait gâché tout le voyage. À peine âgé de plus de 5 ans, Chase avait commencé à manifester tous les comportements liés à la triade de MacDonald. Connue sous le nom de triade asociopathique, la triade de MacDonald est décrite comme un ensemble de 3 facteurs qui, si au moins 2 sont présents, seraient liés à des tendances violentes, en particulier dans le cadre de crimes en série.
La notion a été proposée pour la première fois en 1963 par le psychiatre J.M. MacDonald, tandis que d'autres études menées par divers psychiatres et agents du FBI ont apporté des preuves supplémentaires à cette idée. La triade relie la cruauté envers les animaux, l'obsession pour les incendies volontaires et l'énurésie persistante après l'âge de 5 ans à des tendances violentes, y compris des comportements homicides et sexuellement prédateurs. Bien qu'il y ait eu de nombreuses études soutenant l'idée de la triade de MacDonald, d'autres recherches n'ont trouvé que peu ou pas de preuves d'un lien entre la triade et les comportements violents. Le sujet fait toujours débat aujourd'hui. Quelle que soit la vérité concernant la triade de MacDonald, il reste que Chase présentait des comportements souvent associés à la violence. À l'âge de 10 ans, il était fasciné par les cadavres d'animaux et passait souvent son temps à torturer et tuer les chats du quartier. Certains rapports mentionnent son intérêt pour le sang, les organes internes et le fonctionnement des animaux de façon clinique. Bien que Chase ait commencé par harceler et maltraiter les chats du quartier seul, il s'est rapidement mis à faire de même avec toutes les créatures qu'il pouvait attraper, y compris les oiseaux, les lapins et les chiens. Il aurait tué tellement de chats du quartier que même les voisins ont commencé à s'inquiéter du nombre de disparitions. Sa mère, Béatrice, aurait un jour trouvé le cadavre d'un chat en décomposition dans l'un de ses massifs de fleurs. 3 ans plus tard, les parents de Chase ont sombré dans de grandes difficultés financières qui les ont forcés à perdre leur maison de Sacramento. À peu près à la même époque, à l'âge de 13 ans, il est devenu obsédé par l'idée qu'il faisait partie du gang James Younger, un groupe de hors-la-loi du XIXe siècle, surtout connu pour avoir eu le célèbre braqueur de banque et de train Jesse James comme chef. Pendant près d'une décennie, le groupe a été grandement craint, tandis que leurs crimes étaient rapportés dans tout le pays, puisqu'ils ont sévi dans au moins 11 États, dont le Kentucky, le Tennessee et le Texas. Selon le livre de Kevin Sullivan, Vampire, les meurtres de Richard Chase, Chase est devenu tellement confus par l'idée qu'il faisait partie du célèbre gang criminel qu'il a même collé sa tête sur des photos du groupe et a tenté de les vendre. Il a également demandé à sa mère de lui acheter un chapeau de cow-boy, mais elle a refusé. Chase a continué à avoir des comportements étranges à l'adolescence, comme ne pas toujours dormir dans sa chambre. Parfois, il préférait dormir dans le salon familial, mais quand il le faisait, il se déshabillait toujours complètement, montait le chauffage au maximum et ouvrait toutes les fenêtres. Il aurait également joué avec des allumettes et allumé de petits feux, et il a continué à mouiller son lit bien après l'enfance. Ses parents se sont séparés quand Richard Chase est entré au lycée et lui et Pamela ont déménagé à Los Angeles avec leur mère pour vivre chez des membres de leur famille. Un peu plus d'une semaine plus tard, cependant, Richard Senior est arrivé à Los Angeles avec l'intention de ramener Richard Chase à Sacramento. Béatrice a permis à son fils aîné de partir et 4 mois plus tard, elle et Pamela sont retournées vivre avec Richard Chase et Richard Senior. Pendant ces années de lycée, Richard Chase a conservé une certaine popularité auprès de ses camarades. Il n'était pas un paria social, et comme il était soigné et bien habillé, il n'avait aucun problème à attirer les filles. En 1965, il a commencé à sortir avec une fille qui utiliserait plus tard le pseudonyme de Libby Christophe. Après l'arrestation, Libby a déclaré en interview que sa relation avec Chase n'incluait pas de relation sexuelle car il était impuissant. Bien que leur relation ait duré environ 1 an, ils ont finalement rompu car il n'a jamais pu avoir d'érection. C'est à l'adolescence que Chase a commencé à expérimenter la drogue, mais ce qui avait commencé par une consommation occasionnelle de marijuana l'a conduit à consommer de grandes quantités de LSD et d'amphétamines. Sans surprise, la consommation de drogue de Chase déçut et frustra son père, qui pensait que son fils manquait d'ambition et de concentration. Les choses se sont aggravées lorsque Chase a eu 15 ans, il a été arrêté pour la première fois après avoir été trouvé en possession de marijuana. Il a été condamné à effectuer des travaux d'intérêt général le week-end pour compenser son erreur, une punition qui semblait assez juste, mais que Chase aurait mal acceptée, tout comme le fait que son père ait refusé d'engager un avocat pour lui. Après la première arrestation de Chase, ses résultats scolaires ont chuté. Jusqu'alors, il avait de bonnes notes, mais après sa première confrontation avec la loi et son sentiment d'impuissance, il ne semblait plus se soucier de grand-chose, y compris de son éducation. Bien qu'il ait réussi à obtenir son diplôme du lycée Mira Loma en 1968, ses tentatives d'études supérieures n'ont pas eu plus de succès.
Il a fréquenté l'American River College, un collège communautaire à Sacramento, entre 1968 et 1971, mais il a finalement abandonné en raison d'une combinaison de mauvaises notes et d'une faible assiduité en cours. En tant que jeune adulte, il a consulté un psychiatre pour essayer de comprendre pourquoi il était impuissant, mais il n'a pas obtenu la réponse immédiate qu'il souhaitait. Le psychiatre l'a averti qu'un trouble émotionnel profond en était la cause, probablement de l'anxiété ou de la colère refoulée envers les femmes. Bien que le psychiatre pensait apparemment que Chase avait des troubles mentaux, il ne croyait pas qu'il avait besoin d'une intervention, et ainsi, le jeune homme de 18 ans a été laissé libre de partir. À l'âge de 20 ans, les jours de popularité, de fêtes et de filles de Chase étaient depuis longtemps révolus. Il a laissé pousser ses cheveux et se lavait à peine, ce qui lui donnait une apparence plus négligée. Le Chase soigné, sans drogue et qui obtenait de bonnes notes n'existait plus. De toute évidence, le jeune homme était absorbé par quelque chose dont il ne parvenait pas à se détacher. Il a moins socialisé, a continué la drogue et a pris un emploi à temps partiel. Des petits boulots par-ci par-là. Il a également développé une hypocondrie, décrite comme une condition où l'on s'inquiète excessivement d'avoir une maladie grave. Les hypocondriaques s'alarment souvent au moindre signe ou symptôme, aussi insignifiants soient-ils, et commencent à croire qu'ils ont une maladie grave. Chase parlait régulièrement de son cœur, disant qu'il s'arrêtait parfois de battre, et se plaignait que quelqu'un lui avait volé son artère pulmonaire. De plus, il aurait tenu des oranges contre son front, croyant que la vitamine C serait absorbée par son cerveau. Il s'est une fois rasé la tête afin de pouvoir observer, selon lui, ses os crâniens se séparer et bouger. En 1971, deux anciens camarades de classe, Sid Evans Dimarchi et Rachel Statham, l'ont invité à devenir leur troisième colocataire. Il a accepté avec l'aide de ses parents pour le loyer, mais les deux femmes ont vite regretté leur choix. La consommation de drogue de Chase battait toujours son plein et il était constamment défoncé et souvent déraisonnable dans cet état. Il se promenait fréquemment nu devant les visiteurs et il était connu pour barricader sa chambre, ce qu'il prétendait faire pour empêcher quiconque de le surprendre. De plus, Chase était, pour le dire franchement, un vrai porc. Il paraît qu'il se lavait à peine et ne lavait jamais ses vêtements, ce qui faisait que son odeur désagréable effrayait souvent les amis des femmes avec qui il partageait la maison. Parfois ses paroles étaient incohérentes, et d'autres fois il ne produisait que des gémissements et bruits incompréhensibles. Son comportement étrange a poussé les deux femmes à quitter la maison, et même s'il l'a accepté, il est vite devenu évident qu'il était incapable de payer le loyer tout seul. En 1972, les parents de Chase ont divorcé. À cette époque, il a accusé sa propre mère d'essayer de l'empoisonner, et lors d'un voyage dans l'Utah, il a été arrêté pour conduite en état d'ivresse. Il a affirmé avoir été gazé dans la prison locale et a cherché à poursuivre la police pour l'avoir blessé, mais Richard Senior l'a dissuadé d'agir. Durant le reste de l'année, Chase a alterné entre la maison de son père et celle de sa mère, car ses parents trouvaient difficile de gérer son comportement extravagant. Richard Senior pensait que son fils était un fainéant sans ambition et a fini par mettre Chase à la porte de sa maison. Plus tard cette année-là, lors d'une dispute, sa mère a voulu appeler la police, mais son fils lui a arraché le téléphone et l'a frappé à la tête. Béatrice a tout de même réussi à appeler la police pendant que Chase prenait la fuite et sautait par-dessus la clôture voisine. Bien que les policiers lui aient proposé de porter plainte contre son fils, Béatrice a refusé. Pourtant, il était évident qu'elle avait atteint ses limites. Elle a ensuite envoyé Chase vivre chez sa grand-mère à Los Angeles, qui a immédiatement remarqué son comportement étrange. Chez sa grand-mère, il a été chauffeur de bus pour son oncle, mais a vite été renvoyé car il ne nettoyait pas le véhicule et le laissait manquer d'huile. Changer l'huile était une tâche simple qu'on lui demandait de faire encore et encore, mais Chase semblait totalement incapable de suivre des instructions de base. Après avoir été renvoyé de ce poste, il n'a pas retrouvé de travail, préférant rester au lit toute la journée et errer dans la maison la nuit. Il serait devenu convaincu que quelqu'un allait entrer par la fenêtre. On l'a surpris à plusieurs reprises, en train de parler tout seul, et il se plaignait chaque jour de douleurs au cœur et aux jambes. Un jour, sa grand-mère a trouvé Chase debout sur la tête, dans un coin de sa chambre, et il a expliqué qu'il essayait de faire remonter son sang vers sa tête. Même s'il a retrouvé un emploi, il a été licencié après quelques jours. L'apparence négligée de Chase, sa consommation régulière de drogue et sa difficulté à suivre des instructions simples ont nui à sa capacité à garder un emploi. Sa grand-mère remarquera plus tard qu'à cette époque, son état mental a commencé à se détériorer davantage.
De retour à Sacramento, en 1973, Chase est devenu fasciné par le corps humain, en particulier par les organes internes. Il a commencé à découper des illustrations et des images macabres dans des livres de médecine et à les accrocher sur les murs de sa chambre pour les étudier dans le but de découvrir ce qui n'allait pas chez lui. Dans les semaines suivantes, son hypocondrie et sa paranoïa se sont pleinement révélées lorsqu'il a supplié sa mère de l'aider pour ses soi-disant problèmes médicaux. Et lorsqu'il a contacté les services d'urgence et demandé une ambulance, les secours sont arrivés à la maison pour découvrir qu'il n'avait absolument rien. Il pensait qu'on l'empoisonnait. Il croyait qu'il avait des os qui poussaient à l'arrière de sa tête. Il pensait que son estomac était à l'envers, que son artère pulmonaire avait été volée et il souffrait énormément physiquement. Bien sûr, tout cela était imaginaire. Béatrice a consulté plusieurs médecins pour aider Chase, mais il était apparemment insatisfait des diagnostics qu'on lui donnait, ce qui rappelle sa réaction face au psychiatre qu'il avait vu vers l'âge de 18 ans. Il finit par aller consulter le docteur Donald Ansel, qui ne trouva rien d'anormal sur le plan physique, mais constata que le jeune homme de 23 ans souffrait d'un trouble psychiatrique de grande ampleur. En décembre 1973, Chase fut interné pour la première fois. Son séjour en service psychiatrique dura 2 jours et fut la conséquence de son arrivée aux urgences de l'hôpital American River, où il fit tout un scandale à propos de ses supposés problèmes physiques, affirmant notamment qu'il avait du mal à respirer, que le sang ne circulait plus dans son corps et qu'il avait perdu sa veine pulmonaire. Le médecin qui s'occupa de Chase, Erwin Leonce, nota qu'il était tendu, nerveux et avait un regard halluciné, en plus d'être sale, négligé, délabré et dégageant une odeur nauséabonde. Le jeune homme de 23 ans fut diagnostiqué comme souffrant de schizophrénie paranoïde aiguë, bien que le personnel ait admis qu'il pouvait s'agir d'une psychose induite par la drogue. Il fut finalement autorisé à sortir après 2 jours parce que Béatrice découvrit son séjour à l'unité psychiatrique et alla confronter le personnel de l'hôpital. Elle fut observée comme étant très agressive, hostile et provocatrice. Il a été rapporté qu'une fois que Chase a commencé à prendre des médicaments pour stabiliser son état, sa santé mentale s'est nettement améliorée. Il a pris du poids, car il avait été considéré comme fortement en sous-poids auparavant, et on lui a donné une bouteille d'oxygène pour l'aider à gérer ses crises de panique. Cependant, une grande partie de ses progrès a été anéantie lorsqu'il a recommencé à consommer des substances illégales. Béatrice a affirmé qu'une fois que Chase était retombé dans la dépendance à la drogue, il a commencé à la terroriser, elle et Pomela. À de nombreuses reprises, Pomela a fui la maison pour échapper à ses accès de violence, au cours desquels il détruisait des meubles et d'autres biens. Lors d'une crise particulièrement violente, il a giflé sa mère si fort qu'il l'a fait tomber au sol. Il était connu pour faire des trous dans les murs de la maison, briser des fenêtres et arracher des portes de leurs gonds. De plus, il a recommencé à se parler à lui-même et a de nouveau accusé sa mère non seulement d'essayer de l'empoisonner, mais aussi de tenter de contrôler son esprit. Le pire symptôme réapparu fut sans doute la maltraitance des animaux par Chase. Il avait coupé les pattes du chien avec un couteau de poche et l'avait si fort tenu par le museau que l'animal a eu du mal à manger pendant des semaines. De la même manière, il a également tué l'un des chats de la famille après avoir regardé une émission sur un chat qui avait reçu des soins médicaux coûteux, ce qui l'aurait apparemment mis en colère car il pensait que c'était lui qui avait besoin de soins de cette qualité. Finalement, Béatrice et Richard Senior ont été tellement dépassés par la tentative de s'occuper de lui que, plutôt que de le faire interner à nouveau, ils ont commencé à louer un appartement pour que Chase y vive seul, sans aucune surveillance. Pendant sa vie en solitaire, Chase a commencé à manger des lapins crus. Son père avait remarqué qu'il gardait des lapins chez lui, mais n'a pas cru Chase quand il a vu qu'il les mangeait, car il avait dit bien des choses fausses au fil des ans. En 1976, il a de nouveau été interné dans un service psychiatrique, mais cette fois, c'était parce qu'il s'était injecté du sang de lapin dans son propre corps et avait souffert d'une septicémie. Il a été retrouvé juste à temps par son père, qui l'a emmené à l'hôpital. Chase aurait expliqué qu'il avait mangé un lapin qui avait du batacide dans l'estomac. Cela, ajouté à l'injection de sang de lapin, a poussé le personnel de l'hôpital à croire que Chase avait des troubles mentaux. Cependant, il a refusé de participer au traitement, y compris aux activités de groupe, et a été transféré de l'établissement de l'hôpital American River à l'hôpital psychiatrique Beverly Manor, où il a gagné le surnom de Dracula en raison de son obsession pour le sang. À plusieurs reprises, on l'a surpris attrapant des oiseaux par les fenêtres, leur brisant le cou et buvant leur sang. De la même manière, il a extrait le sang des chiens de thérapie en utilisant des seringues volées.
Chase a été libéré plus tard cette année-là et confié aux soins de sa mère. Cependant, le personnel de l'hôpital n'était pas d'accord pour dire que c'était la meilleure décision. Apparemment, un seul médecin avait pris la décision. Plus tard, un membre du personnel dira, après les meurtres, qu'il avait besoin de soins intensifs. Il ne recevait pas autant de soins qu'il aurait dû en avoir. Richard Chase faisait maintenant des choses avec de petits animaux. Des animaux et des oiseaux. Il avait besoin de soins intensifs. Ce n'était pas... Les pires craintes du personnel de l'hôpital commencèrent à se réaliser lorsque Béatrice, sans consulter de médecin, entreprit de sevrer son fils de ses médicaments, affirmant qu'il le rendait comme un zombie. Elle l'a ensuite installé ailleurs et, comme avec la cruauté envers les animaux, Chase a aggravé ses habitudes alimentaires, passant des lapins aux chiens. Il achetait des chiots uniquement pour les tuer dans son appartement, puis leur ouvrait le ventre, buvait leur sang et mangeait leurs entrailles. Les voisins ont rapporté l'avoir vu errer sans but dans l'immeuble, sans parler à personne, et parfois accompagné d'animaux malgré l'interdiction des animaux de compagnie. Il a fini par interdire à quiconque, y compris à sa famille, d'entrer dans son appartement, parlant à sa mère en ouvrant la porte qu'à peine. En 1977, Chase a été arrêté dans la région du lac Pyramide, au Nevada. Il était dévêtu avec du sang étalé sur son corps. Il est complètement nu, du sang étalé sur son corps. Ils étaient sûrs qu'il tuerait quelqu'un, alors ils l'ont arrêté. Un seau contenant un foie a été trouvé dans son camion. Les policiers dit qu'il avait arrêté, pensant au départ qu'il avait tué quelqu'un, mais il s'est vite avéré que le sang et le foie appartenaient à une vache. Il a affirmé que le sang s'écoulait de son corps, et lorsqu'on lui a demandé où était le chien puisqu'on l'avait vu avec un plus tôt dans la journée, il a répondu qu'il ne savait pas ce qu'il était devenu. Aucune accusation n'a été retenue contre Chase à ce moment-là. À la fin des années 1970, le comportement erratique de Chase a persisté. Il se nourrissait surtout de viande de chien et a acquis un pistolet de .22 en mentant sur ses antécédents psychiatriques. Cela lui permettait de tirer sur des animaux dans la tête et de recueillir le sang provenant de leurs blessures. Les voisins ont signalé avoir entendu des coups de feu dans son appartement à un moment donné, mais lorsque la police s'est présentée à sa porte, ils ont trouvé des impacts de balles dans ses murs et Chase a affirmé qu'il tirait sur les voix qu'il entendait. Aucune autre mesure n'a été prise. Malgré le fait qu'il possédait une arme à feu alors qu'il n'aurait pas dû et qu'il était manifestement mentalement instable, l'homme de 27 ans a été laissé avec l'arme toujours en sa possession. Chase a commis son premier meurtre en décembre 1977. Noël cette année-là, d'après tous les témoignages, avait été plutôt réussi. Son père lui avait offert une parka de ski orange qu'il avait choisie lui-même et sa mère était passée lui apporter des cadeaux. Bien que Chase ait semblé satisfait de sa présence, ce qu'il désirait le plus, c'était passer du temps avec sa famille. Mais Béatrice hésitait à l'inviter, sachant qu'il avait déjà blessé et tué les animaux de la famille. De plus, sa sœur Pamela avait peur de lui et ne voulait pas le voir. Bien que Chase ait appelé sa mère à plusieurs reprises et ait supplié d'être autorisée à venir, Béatrice a tenu bon à chaque fois. Il déclarera plus tard que le rejet par sa famille est ce qui l'a poussé à commettre son premier meurtre sur un être humain. Chase n'a pas pris le temps de choisir une cible. Au lieu de cela, le 29 décembre, il a conduit sans but jusqu'à arriver sur Robertson Avenue, dans l'est de Sacramento. Pendant qu'il était là, il a aperçu une famille en train de décharger des courses de leur voiture. Pendant que la femme entrait dans la maison, le mari, Ambrose Griffin, âgé de 51 ans, est resté dehors. Un instant plus tard, Chase a tiré à travers sa fenêtre ouverte sur Ambrose, qui s'est effondré au sol. Chase a ensuite pris la fuite à toute vitesse. La femme d'Ambrose a d'abord cru qu'il faisait une crise cardiaque, mais il a rapidement été découvert qu'il avait été abattu lorsque les ambulanciers sont arrivés sur les lieux. Ambrose a été déclaré mort peu de temps après. Le département du shérif du comté de Sacramento était totalement déconcerté, car cela semblait être une fusillade en voiture au hasard. Ambrose était père de 2 enfants et ingénieur pour le Bureau fédéral de gestion des terres. Il n'avait pas d'ennemis connus et c'était quelqu'un de plutôt ordinaire. Les fils d'Ambrose ont signalé un homme louche avec un fusil dans le quartier, mais les enquêteurs ont constaté que son arme ne correspondait pas à celle ayant tué leur père. L'affaire d'Ambrose a vite été oubliée.
Les pistes étaient rares et espacées pendant des jours, et ce n'est que lorsqu'un garçon de 12 ans s'est manifesté pour déclarer qu'il avait aperçu une Pontiac Transam marron passer alors qu'il faisait du vélo à quelques pâtés de maison de la scène du crime que l'enquête a connu une avancée. Le garçon a affirmé qu'il était tellement fasciné par la voiture, car c'était l'un de ses modèles préférés, qu'il n'a pas remarqué lorsque le conducteur a sorti une arme et a tiré sur lui. La balle l'a manqué et a plutôt touché la vitre du magasin derrière lui, la brisant en morceaux. Bien que le garçon ait seulement pu décrire vaguement le conducteur, un homme aux cheveux bruns dans la vingtaine, cette piste était la meilleure que les enquêteurs avaient dedans. Après le meurtre d'Ambroise Griffin, Chase a continué ses activités normalement. Il aurait mis le feu à une pile de journaux pour chasser des voisins qu'il pensait l'espionner, et il a repris contact avec sa mère, qui a organisé pour lui une randonnée avec son père plus tard dans le mois. Il s'est aussi introduit par effraction dans une maison vide, avenue Watt, a incendié les rideaux puis s'est enfui. Environ 2 semaines après la mort d'Ambroise, il a tenté de s'introduire chez une femme, mais ses portes étaient verrouillées. Il dira plus tard à la police que les portes verrouillées montraient qu'il n'était pas le bienvenu, alors que les portes ouvertes l'invitaient à entrer. Dans un incident similaire à la même période, il s'est également introduit dans la maison d'une famille, urinant et déféquant sur le lit de leur nourrisson avant que la famille ne rentre chez elle et ne le chasse. Le 23 janvier 1978, Chase s'est rendu dans une maison sur Tioga Way et a essayé la porte pour constater qu'elle n'était pas verrouillée. La seule occupante de la maison était Teresa Wallin, âgée de 22 ans qui était en train de sortir les poubelles de la cuisine lorsqu'elle a croisé Chase dans l'embrasure de sa porte d'entrée. Teresa a posé le sac et a levé les mains, mais cela n'a servi à rien. Chase a appuyé sur la gâchette. La première balle l'a blessé à la main, la deuxième à la joue en lui brisant la mâchoire, la troisième à la tête. Après la mort de Teresa, Chase l'a traînée dans une chambre, a abusé sexuellement de son corps et l'a poignardée à l'estomac avec un couteau de boucher pris dans la cuisine. Ses reins ont été sectionnés et déplacés par Chase, tandis que certains de ses organes, dont sa rate, ont été complètement retirés. Il a ensuite recueilli le sang de Teresa dans un pot de yaourt et en a bu. Enfin, il est parti. David, le mari de Teresa, chauffeur de camion, était au travail quand Chase est entré chez eux. Rentrant, il a découvert la scène horrible et s'est enfui, choqué et terrifié. Teresa était enceinte de 3 mois au moment de sa mort, et des restes du fœtus non né ont été retrouvés par les enquêteurs. Les détectives ont affirmé que c'était l'une des pires scènes de crime qu'ils aient vues. Chase a déclaré qu'après le meurtre, il est rentré chez lui regarder la télévision. Bien qu'il n'ait pas nettoyé la scène de crime, il avait porté des gants pendant le meurtre et avait laissé étonnamment peu de preuves derrière lui, rendant ainsi l'enquête d'autant plus difficile. Chase a frappé de nouveau 5 jours plus tard, le 27 janvier lorsqu'il est entré dans la maison de la famille Mirotte. Il a d'abord croisé Dan Meredith, un ami de la famille, qu'il a abattu de 2 balles dans la tête. Il a ensuite tiré sur Evelyn Mirotte, âgée de 39 ans, son fils de 6 ans Jason, et son neveu de 22 mois, David Ferreira. Lorsque les 4 étaient le mort, il a mutilé le corps d'Evelyn avec un couteau de la cuisine, abusant sexuellement du cadavre avant de se livrer au cannibalisme. Il a découpé de nombreux organes d'Evelyn, a tenté de lui retirer un œil et l'a sodomisé de façon si horrible avec un couteau qu'il a perforé son utérus. David Ferreira a également été sodomisé et l'arrière de son crâne a été ouvert. Chase a été interrompu pendant ce massacre par un enfant de 6 ans qui avait prévu de jouer avec Jason Mirotte. Apparemment, la présence de quelqu'un à la porte l'a effrayé, alors il a ramassé le corps de David et s'est enfui vers son appartement dans la voiture de Dan Meredith. De retour chez lui, il a décapité David avant de consommer des parties du cerveau du bébé, affirmant plus tard qu'il avait fait cela parce qu'il avait faim. Chase dira également plus tard aux enquêteurs qu'il avait eu un trou noir en fuyant et qu'il n'était qu'à moitié conscient lorsqu'il a commis les meurtres. La fillette de 6 ans qui était venue jouer avec Jason Mirotte a rapporté à sa mère que personne ne répondait à la porte, mais que quelqu'un bougeait à l'intérieur de la maison des Mirotte. Inquiètes, les deux sont retournées à la maison où elles ont rencontré un autre voisin qui s'est proposé d'aller voir les Mirotte. La voisine a trouvé la porte arrière déverrouillée et est tombée sur le corps de Dan Meredith en quelques minutes. Elle est immédiatement ressortie et est allée appeler la police. L'un des détectives présents a décrit la scène comme une maison de carnage. Ils ont remarqué que Chase avait été moins prudent, laissant des empreintes de mains et de chaussures dans le sang d'Evelyn.
De plus, la mutilation grotesque de son corps a amené les enquêteurs à relier ces 4 meurtres à celui de Teresa Wallin. Le profilé du FBI Robert Ressler a déterminé que le tueur était un homme blanc dans la vingtaine, probablement atteint de troubles mentaux. Cependant, l'indice le plus important est venu des voisins des 2 scènes de crime, qui avaient vu un homme aux cheveux longs, à l'apparence négligée, portant une parka de ski orange peu de temps avant les meurtres. Chase aurait frappé à plusieurs portes dans le quartier d'Evelyn pour chercher de vieux journaux. Peu après, un portrait robot du suspect a été fait, et un ancien camarade de classe de Chase s'est vite manifesté. Alexa a expliqué qu'il l'avait abordé alors qu'il portait une parka de ski orange lorsqu'elle était au centre commercial, mais elle a précisé qu'elle ne l'avait pas reconnu car il avait l'air radicalement différent de l'époque où ils étaient à l'école ensemble. Elle avait vu des taches de sang sur son haut blanc sous sa parka et dit qu'il avait tenté de lui demander de la conduire, mais elle avait refusé et s'était enfermée dans sa voiture pour l'éviter. Les enquêteurs ont alors examiné les antécédents de Chase et se sont rendus à son appartement où il a refusé de leur ouvrir. Les agents ont feint de quitter l'immeuble et l'ont arrêté à sa sortie, pensant la police partie. À l'intérieur de l'appartement, les autorités ont découvert que ses ustensiles de cuisine et de boisson étaient trempés de sang. De nombreux colliers de chiens ont été retrouvés, ainsi que des organes en décomposition. Certains littèrent des animaux, d'autres des humains. Des recherches supplémentaires ont révélé qu'il avait entouré une annonce classée concernant des chiots à vendre, tandis que le mot « aujourd'hui » était inscrit sur 46 dates tout au long de 1978, y compris le jour du meurtre de Teresa et celui du meurtre de la famille Mirotte. En garde à vue, Chase a refusé de coopérer avec les enquêteurs. Il a déclaré qu'il n'avait tué que quelques chiens et qu'il était accusé à tort des autres meurtres par les Italiens. Pendant 2 mois, les enquêteurs ignoraient ce qu'était devenu David Ferreira. Ce n'est qu'en mars qu'ils ont retrouvé son cadavre décomposé dans une boîte, dans une benne à ordures. En parlant avec des psychiatres, Chase a révélé que son esprit contenait des choses normales, y compris des scènes d'explosion d'un avion de ligne 747. Il a ajouté qu'il voyait aussi des lumières dans le ciel, peut-être des ovnis, et il leur a également dit qu'il était juif alors qu'il ne l'était pas. Pendant qu'il attendait son procès, il affirmait que la nourriture qu'on lui servait en prison était empoisonnée, et bien qu'il ait demandé à ses avocats de faire analyser la nourriture, les résultats étaient, sans surprise, négatifs. En 1979, Chase a été jugé pour 6 chefs d'accusation de meurtre. Son équipe de défense a tenté de faire reconnaître un meurtre au second degré au lieu du premier, ce qui lui ferait risquer la prison à vie plutôt que la peine de mort. Lors d'autres entretiens avec des psychiatres pendant son procès, Chase a déclaré « Je n'ai tué personne, juste quelques personnes ». Il semblait également se souvenir de très peu de choses concernant les meurtres de la famille Mirotte, ajoutant à son explication qu'il avait souffert de perte de mémoire pendant ces événements. Il a dit « J'étais malade, empoisonné à l'iode ou au mercure, et je cherchais à fuir l'endroit du poison pour vivre chez les parents de ma grand-mère. La voiture était en panne et sans argent. Je suis entré chez quelqu'un et les ai tués. » Il a aussi dit craindre que ses victimes reviennent d'entre les morts. Il a également révélé ses motivations en affirmant qu'il avait besoin de sang et qu'un manque de sang l'empêchait de mener une vie normale. Il a dit que le sang des animaux ne l'aidait pas. Il ne pouvait plus faire face au monde parce qu'à chaque fois qu'il essayait de se lever et d'agir comme un être humain, il n'y arrivait pas à cause de la faiblesse. Je suis allé à l'aide sociale admis à Beverly Manor et j'ai maintenant un procès en attente, je pense. Il a demandé à ce qu'un cardiologue le voie à cause de sa prétendue artère pulmonaire volée. Chase a plaidé non coupable pour cause de folie temporaire, disant au tribunal qu'il était une bonne personne, qu'il avait un cœur et un esprit faible. Le procureur principal a soutenu qu'il était malade mental, mais qu'il savait quand même que ce qu'il faisait était mal, tandis que les avis des professionnels qui avaient parlé avec Chase pendant le procès arrivaient à la même conclusion. Malgré ses plaidoyers et les arguments de son équipe de défense, le jury a reconnu Chase coupable de 6 chefs de meurtre au premier degré le 8 mai 1979 et il a été condamné à mort. Son avocat, Faris Salomé, a déclaré après le procès qu'il comprenait pourquoi. Chase. Le port de gants avait conduit procureur, médecin et jury à le juger coupable de meurtre prémédité. Il a dit avoir pris des gants en caoutchouc, mais ne s'est jamais lavé. Les gens voyaient toujours du sang sur lui. Il ne s'est jamais coupé les cheveux. Il errait dans les jardins des gens, sans jamais chercher à dissimuler cette apparence, ce qui est aussi un autre aspect de la chose. Richard Senior, le père de Chase, a dit à un journaliste en pleurant « La société va tuer mon fils. Je crois que je l'ai su dès le début. Et peut-être que c'est juste, je ne sais pas. Il ne se passe pas un jour sans que je pense aux personnes qu'il a tuées.
J'ai beaucoup pleuré au cours de l'année passée. Je ne sais pas si c'était plus pour ces gens-là que pour Rick. » Un rapport du FBI sur Chase indique qu'il aurait envisagé de faire appel, car selon la loi californienne, un homicide est justifié lorsqu'une personne tue pour sauver sa propre vie, et que dans le cas de ces meurtres, Chase tuait pour obtenir du sang, ce qui était nécessaire pour maintenir sa vie, donc un homicide justifié. Il a aussi déclaré avoir reçu l'ordre de tuer à cause de rayons de la mort envoyés par des ovnis. Le rapport du FBI semblait confirmer à quel point Chase était déconnecté de la réalité. Il a affirmé que boire du sang aidait temporairement sa condition, mais que ce n'était pas un remède. Et il a admis aux enquêteurs qu'il avait tué toutes sortes d'animaux pour leur sang, et a déclaré qu'il avait été expulsé de la maison familiale parce qu'il avait tué le chien de la famille pour son sang. Il a également ajouté que, bien qu'il ait consommé de la drogue à l'adolescence, il n'attribuait pas son comportement à sa consommation de substances. Après sa condamnation, Chase a été envoyé à la prison de San Quentin, où les autres détenus le craignaient, ayant entendu parler de ses crimes. Il a été rapporté que de nombreux autres détenus ont tenté de le pousser à se suicider. Pendant une courte période, il a été transféré dans un établissement de santé mentale à Vacaville, mais il a ensuite été renvoyé à San Quentin en avril 1980, environ 4 mois plus tard. Chase a demandé à être transféré dans une prison de la côte Est, plus proche du gouvernement et plus éloigné des ovnis qu'il affirmait le harceler, mais sa demande n'a pas été acceptée. Dans des documents qu'il avait rédigés lui-même, il affirmait qu'il n'était pas responsable des meurtres, qu'ils étaient le résultat des ovnis, de la CIA, de la mafia et de catastrophes aériennes. Il a également déclaré à nouveau qu'il croyait que sa mère l'empoisonnait depuis sa naissance. Richard Chase a été retrouvé mort à 11h05 le 26 décembre 1980, apparemment suite à un suicide. Il était allongé sur le ventre dans sa cellule de prison et une autopsie a révélé qu'il était mort d'une overdose de Sinaquin, un médicament sur ordonnance qu'on lui avait donné pour traiter la dépression et les hallucinations. Il semblait que Chase avait secrètement accumulé les comprimés dans sa cellule, car il avait pris une dose 36 fois supérieure à celle prescrite. Chase est un exemple clair d'un tueur complètement détaché du monde réel. Il semble tout à fait possible que si quelqu'un était intervenu bien plus tôt, il aurait pu recevoir l'aide dont il avait besoin pour mener une vie à peu près normale. Cependant, le refus constant de ses parents, qui ont souvent passé son comportement sous silence, a contribué au fait qu'il n'a pas reçu ce dont il avait besoin. En même temps, il est sans aucun doute l'un des tueurs les plus troublants que nous ayons abordés sur cette chaîne, car ses scènes de crime étaient souvent atroces, violentes et insensibles. Il semblait n'avoir aucune empathie pour ses victimes à aucun moment, étant le plus souvent préoccupé par ses propres désirs et besoins plutôt que par les conséquences de ses actes sur les autres. Son avocat de la défense, Faris Salomé, est revenu sur l'affaire plus de 30 ans plus tard, en 2010. Il a qualifié Chase de personne la plus dérangée qu'il ait jamais rencontrée et a ajouté que son cas relevait purement d'une maladie mentale. Le cas de Chase est encore étudié aujourd'hui comme un exemple majeur de meurtre désorganisé.